Les policiers ont frappé la fille de la femme noire jusqu'à la plonger dans le coma. Elle a mis à terre tout le service. Il y avait du sang partout, sur le trottoir, sur ses baskets. Emmêlé dans ses boucles. Belle Carter, 16 ans seulement, gisait recroquevillée dans la ruelle derrière le lycée Millwood. Son souffle était court. Ses lèvres murmurant quelque chose que personne n'entendait. Son visage était meurtri, son bras plié à un angle anormal. Les deux policiers qui l'avaient immobilisé quelques instants plus tôt restaient figés sur place, leur matraque encore tachée de son sang, tandis que la foule, jusque-là silencieuse, poussait des cris. Les téléphones étaient sortis, enregistrant tout. « Qu'est-ce qui ne va pas chez vous » cria quelqu'un, mais la fille resta immobile. Pas même un tressaillement. Un professeur s'est frayé un chemin à travers la foule. Monsieur Patel, un homme discret qui avait enseigné la physique à Bell le semestre dernier, s'est agenouillé et lui a pris le pouls. Elle ne réagit pas, murmura-t-il. Appelez les secours. Tout de suite. De l'autre côté de la ville, le téléphone de Camille Carter sonna une fois, puis une autre. Elle était assise dans son petit cabinet d'avocate au-dessus d'une librairie d'East Baltimore. Ce n'était pas clinquant, mais c'était le sien. Elle n'avait pas mis les pieds dans un tribunal depuis des années ou pas depuis les événements d'Afghanistan. Pas depuis qu'elle avait enterré le passé et reconstruit une vie tranquille pour elle et sa fille. Mais alors que les appels continuaient d'affluer. Son instinct lui disait que ce n'était pas un accident. « Mademoiselle Carter », dit la voix à l'autre bout du fil, tendue par l'urgence, « votre fille a été emmenée à Merci Général. » C'est grave. Le bruit suivant fut celui de la porte du bureau qui claquait derrière elle. Camille n'a pas pleuré en voyant Belle aux soins intensifs. Elle n'a pas tremblé quand l'infirmière a murmuré. Traumatisme crânien fermé. Possible édème cérébral. Elle est dans un coma artificiel pour le moment. Elle hocha simplement la tête. Ses yeux ne quittèrent pas son enfant. La peau de sa fille était pâle sur les draps blancs. Son œil gauche était gonflé et fermé. Une petite machine émettait un bip régulier près de sa tête, marquant le pas comme un rappel glacial de ce qui avait été fait. Une policière se tenait devant la pièce. Camille s'approcha calmement. « Étiez-vous l'un d'entre eux » La femme tressaillit. « Je suis juste de garde. »« Je ne t'ai pas demandé ce que tu faisais maintenant, » dit Camille d'une voix égale. « Je t'ai demandé si tu posais les mains sur mon enfant. » L'officier détourna le regard. Camille n'en dit pas plus, mais quelque chose se fendit intérieurement. Quelque chose qu'elle avait travaillé dur pendant 8 ans pour enterrer. Ce soir-là, Camille sortit un sac marin du fond de son placard. Sa vieille combinaison de vol sentait encore le sable et le carburant. Elle passa la main sur l'écusson bleu marine. Puis sur l'autre un aigle tenant des flèches et en dessous, son indicatif, fantôme. Peu de gens à Baltimore savaient que Camille Carter était pilote de chasse. Encore moins connaissaient les missions qu'elle effectuait pour le Pentagone. C'était une tacticienne, une leader, une experte en résolution de problèmes sous le feu ennemi. Et maintenant, sa fille était dans le coma parce que 2 policiers trop zélés pensaient qu'une adolescente noire avait l'air suspecte près d'un lycée. Ils ont choisi la mauvaise mère. Le lendemain matin, Camille entra au commissariat sans prévenir. Ses talons claquèrent sur le linoléum comme des coups de feu. Un jeune policier se leva derrière le bureau de l'accueil. « Madame ? Cette zone est interdite. Appelez votre capitaine, dit-elle. Dites-lui que Camille Carter est là. Il connaîtra son nom. » L'officier hésita, puis décrocha le téléphone. 5 minutes plus tard, le capitaine Drew Hastings descendit de son bureau. Le visage figé, la mâchoire crispée. « Eh bien, dit-il. Je ne pensais pas te revoir un jour. » Tu n'aurais pas dû. Dit Camille d'un ton neutre. Mais tes hommes ont placé ma fille en réanimation hier. Il déglutit difficilement. Camille, s'il s'agit d'une affaire juridique. Je ne suis pas ici en tant qu'avocat. Je suis ici en tant que mère, a-t-elle déclaré. Et ce n'est pas une affaire judiciaire. Pas encore. Mais ça le sera si je n'obtiens pas de réponse. Nous continuons de collecter des images de caméras corporelles. Je l'ai déjà vu, interrompit-elle. Hastings cligna des yeux. Comment se fait-il qu'elle n'ait pas répondu? Écoutez. Dit-il, il n'est pas nécessaire que ça devienne compliqué.
Trop tard, dit-elle d'un ton glacial. Vous avez 48 heures. Je veux connaître les noms de tous les policiers qui ont touché ma fille. Je veux leurs dossiers, leurs plaintes internes, et je veux savoir pourquoi elle a été interpellée. Et si nous ne le faisons pas? Demanda Hastings. Camille se pencha légèrement, la voix basse. Alors je vais vous montrer à quoi ressemble une femme avec une habilitation. Un casier judiciaire et n'ayant plus rien à perdre. Cette nuit-là, Camille se rendit en voiture dans un bâtiment que la plupart des civils auraient pris pour un vieil entrepôt. À l'intérieur. C'était tout sauf un entrepôt. Carter, dit une voix familière. Hors de question. Tu es éliminé. Plus maintenant, dit-elle. Il s'agissait de Marcus Hay. Un ancien analyste du renseignement militaire qui travaille désormais pour un entrepreneur privé. Camille lui tendit un dossier. J'ai besoin de tout ce que vous pouvez me trouver sur ces numéros de badge. En silence, il parcourut les pages et siffla. Celui-ci a été suspendu 2 fois. Celui-là était impliqué dans une fusillade l'année dernière. Les affaires internes ont enterré les deux. Creusez plus profondément, dit-elle. Il haussa un sourcil. Tu comptes les poursuivre en justice? Non, dit-elle. J'ai l'intention de les démonter. Au matin, tout le département avait ressenti les effets de la situation. Le visage de Camille restait calme, mais derrière elle, une piste numérique se construisait, d'anciens rapports d'inconduite, des statistiques de profilage racial. Des témoignages de lanceurs d'alerte auxquels personne n'avait prêté attention auparavant. Et Camille? Elle ne s'arrêtait pas, car quelque part sous ses draps d'hôpital se trouvait sa petite fille. Et jusqu'à ce que Belle rouvre les yeux, Camille serait sa voix, son arme, sa vengeance. La ville était sur le point de le ressentir. Camille se tenait devant l'évier de la cuisine, regardant fixement par la fenêtre tandis que la lumière du matin filtrait à travers les stores. Son café était froid depuis des heures. Elle n'avait pas dormi. Elle n'avait pas mangé. Son corps fonctionnait désormais par la mémoire, réflexe, discipline, rage. Sur le comptoir se trouvait un dossier en papier craft rempli de photocopies de chaque page que Marcus avait extraite des systèmes internes du département pendant la nuit. C'était pire que ce à quoi elle s'attendait. L'agent Brent Talbot. L'agent Raymond Kenny. Les noms sont restés gravés dans son esprit. Tous deux ont fait l'objet de multiples plaintes ou usages excessifs de la force, profilage racial, harcèlement toutes classées sans suite, voire avec une simple tape sur les doigts. La plupart des cas n'atteignent même jamais le bureau d'un superviseur. Et maintenant, ils avaient mis sa fille dans le coma. Les papiers tremblaient légèrement dans ses mains, mais pas de peur. Mais de retenue. Camille avait affronté le feu ennemi. Elle avait été la seule femme à assister au briefing de vol avec des généraux 3 étoiles. Mais cela, cette pourriture silencieuse sous la surface de sa propre ville, était plus dangereux que tout ce dans quoi elle avait jamais volé. Elle a pris son téléphone et a composé un numéro. Agent Dana Malisté, répondit la voix. C'est Camille, dit-elle. J'ai besoin de te voir. Le bureau extérieur du ministère de la Justice était niché derrière un ancien bureau de poste dans le sud de Baltimore, facile à manquer à moins de savoir quoi chercher. À l'intérieur. Dana Malisté leva les yeux d'une montagne de paperasse. Ses yeux s'illuminèrent d'un mélange de chaleur et de terreur. Dites-moi que ce n'est pas ce que je pense. Camille a laissé tomber le dossier sur son bureau. C'est pire. Dana feuilleta rapidement les pages, fronçant les sourcils, puis les levant, puis les abaissant à nouveau. Mon Dieu. Talbot est toujours dans la rue? Je l'ai signalé il y a 5 ans. Et tu l'as enterré. Je n'ai rien enterré, rétorqua Dana. Mon rapport a été rejeté par le bureau du procureur. Il a dit qu'il manquait de preuves substantielles. Tu sais comment ça marche. Camille croisa les bras. Tu dis que je dois mieux jouer? Non. Je dis que tu joues avec le feu. Le feu ne me pose aucun problème. Dana expira et se rassit. Que veux-tu de moi? Un accès, des renseignements, tout ce qui m'aide à les tenir responsables? Dana hésita. Tu sais que si je t'aide avec ça en privé, ça pourrait mettre fin à nos 2 carrières. Tu me le dois, dit doucement Camille. Les yeux de Dana se levèrent. C'est bas. Camille ne broncha pas. C'était comme battre un enfant jusqu'à le plonger dans le coma. De retour à l'hôpital, Camille se tenait devant la chambre de Belle.
regardant les moniteurs émettre des bips et afficher leur rythme stérile. Les infirmières allaient et venaient. Le docteur Lanné a donné des nouvelles qui semblaient de plus en plus creuses. Pas de changement. Toujours stable. Nous suivons de près. Mais la stabilité n'était pas suffisante. Camille avait besoin d'une fissure, d'un témoin, d'une erreur. Et puis c'est arrivé. Une infirmière a pris Camille à part une jeune femme noire nommée Janessa, ses yeux parcourant nerveusement le couloir avant de parler dans un murmure. « Je ne devrais rien dire, dit-elle. Mais j'étais aux urgences ce soir-là. J'ai vu les policiers qui l'ont amenée. » Le pouls de Camille s'accéléra. Ils ne l'ont pas traitée comme une victime, a poursuivi Janessa. Ils riaient. L'un d'eux a même dit, elle a eu de la chance qu'on n'ait pas fini le travail. Camille serra fort sa main. Allez-vous témoigner? Janessa secoua la tête. Je ne peux pas. À moins d'être protégé. Le simple fait de te parler met mon travail en danger. Camille lui tendit une carte. Appelle ce numéro. Dis-leur que tu es lanceur d'alerte au titre du titre 7. Tu seras en sécurité. Je m'en assurerai. Plus tard dans la soirée, Camille se rendit au bar de ses anciens contacts, le Brasse-Lanterne. C'était une couverture. Ça avait toujours été le cas. Elle s'assit dans la banquette du fond, attendant. 10 minutes s'écoulèrent avant qu'un homme trapu, vêtu d'une veste militaire délavée, ne se glisse devant elle. Otis Walker. Ancien militaire. Aujourd'hui consultant en sécurité pour les personnes confrontées à des problèmes trop importants pour la police. Tu es de retour, dit-il sans me saluer. Je ne suis jamais vraiment parti, répondit Camille. Il sourit. De quoi as-tu besoin? Un plan, dit-elle fermement. Je vais détruire un service entier. Otis cligna des yeux, puis rit. Tu es sérieux? Plus que sérieux. Il se pencha en avant. Laissez-moi vous expliquer comment ça marche. Il ne suffit pas de preuves, il faut un trésor de guerre, le soutien du public, des moyens de pression. J'ai des relations. Des noms, des documents. Il te faudra plus que ça, prévint-il. Tu as besoin de quelque chose qu'il ne peut pas, tourner dans un communiqué de presse. Camille hocha lentement la tête. Ensuite, nous devenons publics. Otis gloussa. Voilà la Camille dont je me souviens. Ghost n'est pas mort, finalement. Le lendemain matin. Camille a mis en ligne une vidéo sur un serveur privé. On la voit assise devant un fond noir uni sans logo, sans maquillage, juste la vérité. Je m'appelle Camille Carter. A-t-elle déclaré à la caméra. Je suis une ancienne pilote de combat, une vétérane de 3 opérations secrètes et une fière maman. Il y a une semaine. Ma fille Belle a été agressée par 2 policiers devant son école. Elle est maintenant dans le coma. Elle a brandi une photo, la remise des diplômes de Belle en 8e année. Elle a 16 ans. Elle joue du violoncelle. Elle est bénévole à la banque alimentaire. Elle voulait être médecin. La voix de Camille se brisa. Et maintenant, à cause de 2 hommes qui la voyaient comme une menace. Et non comme une enfant, je n'entendrai peut-être plus jamais sa voix. Elle marqua une pause. Je ne suis pas ici pour la compassion. Je suis ici pour la justice. Et je ne m'arrêterai pas tant que ce ne sera pas fait. Elle a cliqué sur stop. Otis a envoyé la vidéo. 10 heures plus tard, elle avait déjà atteint 1 million de vues. À l'aube, le pays tout entier connaissait son nom et, plus important encore, ce que le département de police de Baltimore avait fait. Camille Carter n'était pas seulement une mère, c'était une tempête. Et le système n'avait aucune idée de ce qu'il venait de réveiller. La ville n'était plus silencieuse. Le visage de Camille inondait les téléscripteurs, les réseaux sociaux et les talk-shows. La vidéo déclencha une vague d'indignation. Baltimore ne se contentait pas de regarder, l'Amérique, elle, la regardait. Au siège du département de police du centre-ville. Le capitaine Raymond Kenny arpentait le couloir devant la salle de conférence, les poings serrés, le col de chemise humide de sueur. À l'intérieur, le chef, 2 avocats et une équipe de relations avec la presse ont essayé d'élaborer un scénario de réponse. Ils nous peignent comme des monstres. Marmonna Kenny en fixant l'écran plat du hall où CNN montrait le visage de Camille remplissant le cadre. La voix de la présentatrice était tranchante, une vétéran de guerre décorée.
Une mère est maintenant un symbole de responsabilité dans le maintien de l'ordre. L'agent Brent Albert s'appuya contre le mur, les bras croisés. Ça devient incontrôlable. Kenny le regarda. Tu aurais dû te taire ce soir-là. La mâchoire de Talbert se serra. Tu aurais dû m'arrêter. Aucun des deux ne l'a dit à voix haute, mais tous deux savaient qu'ils étaient exposés. De l'autre côté de la ville, Camille était assise à une table ronde avec Dana Malisté et Otis Walker dans un café bruyant, leur coin isolé de l'agitation. Camille feuilleta un épais dossier qu'Otis avait préparé, des photos, des résumés d'affaires, des coupures de presse. Chaque procès civil est réglé avec de l'argent pour garder le silence. A déclaré Otis d'un ton sombre. Même schéma. Même nom. Kenny et Talbot continuent d'apparaître comme des moisissures. Dana hocha la tête solennellement. Ils sont protégés. Il y a un réseau aux juges, procureurs, affaires internes. La seule compassion ne suffira pas à résoudre ce problème. Le regard de Camille ne vacilla pas, alors, on expose tout le réseau. Dana hésita. C'est dangereux, Camille. Je n'ai pas peur du danger. Otis se pencha en avant. Tu le sauras, quand tu verras la suite. Il sortit une clé USB et la brancha sur la tablette de Camille. Une vidéo apparut, des images de caméras corporelles, inédites, divulguées par une personne interne au service. Camille appuie sur play. Les images étaient brutes, floues au début, puis nettes. Il y avait Belle, debout devant les portes de son école, des livres à la main, portant sa veste universitaire. La voix de Talbot grésillait dans le micro. Elle résiste. Belle ne résistait pas, elle reculait, les mains visibles. Puis le coup est venu, un coup de bâton a été donné. Un cri a percé la scène. Un bruit sourd et écœurant, le bruit de la tête de Belle heurtant le béton. Les mains de Camille tremblaient. Dana ferma les yeux. Otis n'a rien dit. Camille murmura. Fais-le savoir. Dana ouvrit la bouche pour protester, mais Camille l'interrompit, j'ai dit de le divulguer. La vidéo est devenue virale en moins de 30 minutes. En quelques heures. Dies Justice 4 Belle était devenue tendance dans tout le pays. Des manifestants se sont rassemblés devant le commissariat de police. Des journalistes locaux campaient devant la porte de Camille. Des avocats spécialisés dans les droits civiques ont offert un soutien bénévole. Mais Camille ne se souciait pas de la célébrité. Elle voulait que le système soit vidé de sa substance. Cette nuit-là, une réunion d'urgence du conseil municipal a été convoquée. Le maire, sous la pression, a promis une enquête indépendante. Mais Camille connaissait la stratégie, retard, blocage. Faille juridique. Elle a donc augmenté les enjeux. Elle s'est rendue à la conférence de presse suivante avec Otis à ses côtés, portant un deuxième dossier, marqué comme confidentiel. Elle est montée sur le podium. Je m'appelle Camille Carter, commença-t-elle. J'apprécie l'intérêt soudain du maire pour la justice. Mais soyons clairs. Ma fille ne représente pas un obstacle politique. Elle a brandi le dossier. Ces informations contiennent des preuves que ces deux policiers ont été non seulement protégés, mais aussi encouragés. Courriel, notes internes, accords de confidentialité signés par d'anciennes victimes réduites au silence. Des halètements parcoururent la pièce. À moins que ce département ne prenne des mesures immédiates, licenciement complet, arrestation et enquête fédérale, je rendrai chaque page publique et à la presse. La salle a explosé. Le visage du maire pâlit. Le chef de la police a hésité à répondre. Camille s'éloigna du podium et murmura à Otis, « Prépare-toi. Ils ne partiront pas sans bruit. » Cette nuit-là, quelqu'un s'est introduit par effraction chez Camille. Ils ne sont pas allés bien loin. Une barre d'acier coincée derrière la porte. Les détecteurs de mouvement et les caméras de sécurité ont sonné. Camille était assise dans l'ombre, un Glock à la main, les yeux rivés sur les écrans tandis qu'une silhouette masquée trébuchait dans son hall d'entrée, puis était attaquée par Otis. Qui attendait dans le salon? Ils l'ont démasqué. Officier Talbot. Il était désorienté, saignait de la lèvre, les yeux hagards. Vous êtes entré par effraction dans la maison d'un agent fédéral. Grogna Otis. Tu crois que ça me fait peur, cracha Talbot. Tu crois que tout ça a de l'importance? Tu es un has-been. Rien sans badge. Camille s'agenouilla à côté de lui.
Je n'ai pas besoin d'un badge pour abattre des hommes comme toi, dit-elle. J'ai juste besoin de la vérité. Elle fit un signe de tête à Otis. Appelle Dana. On officialise ça. Au matin. Talbot était en détention. La vidéo de son arrestation a fuité. Camille ne s'est pas arrêtée. Elle a tenu une autre conférence de presse, cette fois sur les marches du palais de justice. Les chaussures vides de Belle posaient sur un petit tabouret blanc à côté d'elle. « Ma fille est toujours inconsciente », a-t-elle déclaré. Mais elle n'est pas sans voix. Chaque personne qui a partagé notre histoire est désormais sa voix. Chaque manifestant, chaque tweet, chaque avocat qui s'est manifesté où vous êtes son cœur. Elle a regardé directement la caméra. Ne les laissez pas réécrire l'histoire. Nous n'avons pas terminé. La foule a applaudi. Mais Camille ne souriait pas. Elle se retourna et s'éloigna, le feu brûlant dans sa poitrine. Car au fond d'elle, elle savait que ce n'était que le début. La corruption était profonde. Le département ne se rendrait pas facilement. Et elle était prête à tout brûler pour obtenir justice. Le silence se fit dès que la porte s'ouvrit. Camille entra dans la salle d'audience fédérale, vêtue d'un tailleur pantalon bleu marine, les cheveux tirés en arrière en un chignon serré. L'expression indéchiffrable. Tous les regards la suivirent tandis qu'elle croisait des rangées de journalistes, de militants associatifs et un nombre croissant d'agents en congé venus observer. Dana Malisté était déjà assise à la table des plaignants, papier rangé, ordinateur portable ouvert, son regard perçant scrutant chaque visage dans la pièce. Camille s'assit à côté d'elle. Hochant la tête sans un mot. « Tu es prêt pour ça » murmura Dana. Camille répondit sans lever les yeux, « Je suis né pour ça ». L'huissier ouvrit la salle d'audience. La juge. Une femme noire d'un certain âge nommée Céleste Harmon, prit place. Camille avait fait ses recherches. La juge Harmon était réputée pour ses décisions pragmatiques et possédait une longue expérience en matière de litiges relatifs aux droits civiques avant de siéger. « J'espère que cela jouera en notre faveur », dit doucement Dana. Maintenant, alors que le marteau du juge retentissait, il était temps de le découvrir. De l'autre côté de la salle d'audience était assis le capitaine Raymond Kenny et son avocat, un homme suffisant en costume 3 pièces gris nommé Evan Carlyle. À côté de lui, l'agent Brent Talbot était assis, la mâchoire légèrement contusionnée, conséquence de sa tentative d'effraction ratée. Les médias ne l'avaient pas rapporté. Mais Dana avait veillé à ce que le jugeant soit informé officieusement. Camille les fixait du regard, l'air impassible. Talbot ne la regardait pas dans les yeux. Carlyle a débuté par une déclaration empreinte de regrets performatifs. « Cet incident est tragique », a-t-il déclaré. Mais nous devons nous rappeler que le maintien de l'ordre n'est pas une science exacte. Les agents sont formés pour prendre des décisions en une fraction de seconde. Dana se leva. Objection. Votre honneur. Nous sommes ici pour présenter des preuves, pas pour examiner des justifications. La juge Harmon fit un geste de la main. Mise en état. Monsieur Carlyle, tenez-vous au fait. Carlyle a essayé de faire marche arrière, mais le mal était fait. Puis ce fut le tour de Dana. Elle se leva lentement, d'une voix calme mais posée. Votre honneur. Nous avons l'intention de prouver non seulement qu'une force excessive a été utilisée contre Belle Carter, une élève brillante de 17 ans, mais aussi qu'elle s'inscrivait dans un système de violence systémique protégé et encouragé par la police de Baltimore. Elle appuya sur une télécommande. Un écran derrière elle s'illumina. Diapositive après diapositive, d'autres cas apparurent, d'autres victimes noires et métisses, des accords civils, des rapports scellés, des images supprimées, tous reliés par le même fil conducteur. Kenny et Talbot. Camille regarda la mâchoire de Kenny se serrer. Votre honneur, a poursuivi Dana, nous avons un témoin prêt à témoigner aujourd'hui. L'agent Harold Lee, qui a servi sous les ordres du capitaine Kenny jusqu'à l'année dernière, a choisi de rompre son accord de confidentialité et de parler de ce qui se passe réellement au sein de ce service. Un murmure se répandit dans la salle d'audience. Camille se retourna lorsque la porte s'ouvrit à nouveau et que l'officier Lee entra. Les tempes grises. Les épaules carrées par une culpabilité silencieuse, il regarda directement Camille alors qu'il prenait la parole. « J'étais un lâche », a-t-il dit au micro. Mais plus maintenant. Il a détaillé les systèmes de quotas, le feu vert silencieux à l'usage de la force contre les jeunes noirs, les insultes raciales utilisées dans les salles de briefing et,
plus accablant encore. Un email qu'il avait conservé signé par Kenny lui-même demandant aux officiers de rappeler au fauteur de troubles qui est aux commandes. Camille retint son souffle. Des murmures s'élevèrent dans la salle d'audience. Carlyle essaya de protester, mais c'était inutile maintenant. Le juge Harmon a autorisé le document à être versé au dossier. Tu viens d'ouvrir les vannes, murmura Dana à Camille. La réponse de Camille fut froide, bien. Pendant la récréation, Camille est sortie prendre l'air. Les manifestants étaient alignés le long des marches. Certains brandissaient des pancartes, d'autres allumaient des bougies. D'autres encore se contentaient de tenir les photos de leurs proches qui n'avaient jamais obtenu justice. Une jeune femme s'est approchée, les larmes aux yeux. « Mon frère est mort en cellule. » A-t-elle dit doucement. Ils ont dit que c'était un suicide, mais il avait des bleus partout. Personne ne l'écoutait. Camille lui tenait la main. « Je t'entends maintenant. » De l'autre côté de la rue, un SUV sombre les observait. À l'intérieur, le lieutenant Carl Owens, le compagnon de longue date de Kenny, décrocha son téléphone. « Elle fait trop de bruit. » murmura-t-il. « Tu veux que je m'en occupe » demanda l'homme à côté de lui. Owens lui lança un regard sévère. « Pas encore, mais assure-toi qu'elle sache qu'elle est surveillée. » Ce soir-là, Camille rentra chez elle et trouva sa boîte aux lettres ouverte. Une enveloppe en papier craft se trouvait à l'intérieur, sans adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une seule photo d'elle et de Belle à l'extérieur de l'hôpital, entourée d'encre rouge. Au dos, on pouvait lire « Reculer » ou « La prochaine fois. » Nous finirons ce que nous avons commencé. Camille le fixa un long moment. Puis elle a ouvert son ordinateur portable. Elle a écrit un court email à Dana, Otu et au juge Harmon. Objet. Nous rendons public. Tout. 6 juin, tous les documents scellés, tous les courriels internes, toutes les déclarations que l'agent Ri venait de vérifier sous serment. Elle a cliqué sur Envoyer. Puis elle a pris son téléphone et a composé un numéro. C'est Camille Carter, dit-elle. Je veux une interview. Diffusion nationale. Sans montage. Je parlerai de tout. Le producteur à l'autre bout du fil bégayait d'excitation. Camille n'a pas attendu. Elle raccrocha, éteignit les lumières et s'assit dans le noir à côté du lit vide de Belle. Elle tenait la main de sa fille. « Je ne m'arrêterai pas » murmura-t-elle. « Tu m'entends, ma puce ? Je ne m'arrêterai pas tant qu'ils ne seront pas tous tombés. » Le matin où Camille Carter est passée en direct à la télévision nationale, Baltimore s'est arrêté. L'interview avait été largement promue, la mère qui ne se fera pas taire. Diffusée sur toutes les grandes chaînes de télévision. Mais personne n'était préparé à ce qu'elle a réellement dit. Vêtue d'une simple robe noire. Camille était assise bien droite sous les lumières du studio, les mains jointes sur ses genoux. Sa voix était ferme, ses paroles délibérées. Ils n'ont pas seulement blessé ma fille. A-t-elle déclaré, les yeux rivés sur la caméra. Ils nous ont tous fait du mal en silence, avec leur permission. Mais je ne me tais plus. Elle a publié des images que personne n'avait vues auparavant, des vidéos de caméras corporelles, des clips audio d'officiers se moquant de leurs victimes. Un enregistrement partiel de la nuit de l'agression de Belle capturée accidentellement par une sonnette intelligente à proximité. Dans la vidéo, on entend la voix de Talbot crier « Immobilisez-la ». Cette petite morveuse se croit au-dessus des lois. La réaction a été instantanée. Les téléphones ont sonné. Les manifestations ont repris. La boîte de réception de Camille débordait de messages. Certains encourageants, d'autres menaçants. Mais ce n'est que lorsqu'une source anonyme a divulgué les notes internes que Camille avait envoyées aux médias que le département a véritablement commencé à s'effondrer. Les notes montraient exactement ce que l'officier Ri avait affirmé, des tactiques ciblées dans les quartiers noirs, des accusations gonflées. Une pression pour nettoyer les rues avant les examens trimestriels. Le nom de Camille a été signalé en interne. L'école de Belle aussi. Protocole de représailles. Un mémo disait. Les gens étaient furieux. Mais alors que les murs se refermaient autour du département, le véritable plan de Camille ne faisait que commencer. Camille a rencontré Otu Clark à l'arrière d'un café jamaïcain à East Baltimore, un café dont elle savait qu'il n'y avait ni caméra ni oreilles indiscrètes. Otu n'était plus seulement un ancien détective. Après l'interview de Camille, il est devenu viral en la défendant lors d'un panel de fin de soirée.
révélant des choses qu'il n'avait même pas osé dire jusqu'à présent. « Tu as allumé un feu », dit-il en glissant une clé USB sur la table. « Qu'est-ce que c'est ça ?» Journaux de surveillance provenant des archives des affaires internes du ministère. Quelqu'un vous surveille depuis des mois. Camille a ouvert la source. Il y avait des photos de sa maison. D'elle à l'hôpital, et même une d'elle parlant avec l'agent Ri, datée d'une semaine avant son témoignage. Il savait qu'il était en train de péter les plombs, murmura Camille. Otu hocha la tête d'un air sombre. Je pense qu'ils avaient prévu de l'éliminer s'il ne restait pas silencieux. Les yeux de Camille se rétrécirent. Camille remit une liste à Otis. Exigeant des assignations à comparaître pour toutes les personnes impliquées, du chef adjoint au commis. Elle était déterminée à dévoiler le système dans son intégralité. Et non pas seulement à le secouer. Pendant ce temps, le capitaine Kenny, désemparé et désespéré, rencontrait des alliés pour comploter contre Camille. Envisageant même de divulguer son dossier scellé révélant qu'elle avait changé de nom après l'échec d'une affaire. Cette nuit-là, Camille a reçu un courriel anonyme révélant son ancienne identité et ses difficultés passées, des allégations de mauvaise conduite liées à une affaire où des preuves ont disparu. Une condamnation pour trafic de drogue a été annulée et sa vie a failli être détruite. Malgré l'agression, Camille a appelé Dana et s'est juré de l'affronter. Lors d'une conférence de presse bondée, Camille a avoué ouvertement son passé, déclarant que révéler la vérité sur ce qui était arrivé à sa fille valait bien le prix à payer. Son courage a ému de nombreuses personnes, dont Belle, qui venait d'ouvrir les yeux. Furieux, Kenny ordonna une dissimulation totale détruisant les preuves et réduisant Camille au silence, mais Otis enregistra secrètement l'ordre et le divulgua. Des agents fédéraux perquisitionnèrent l'entrepôt, découvrant des documents et des dossiers déchiquetés sur les dirigeants de la communauté et l'équipe de Camille. Transformant un scandale local en urgence nationale. Camille a suivi les nouvelles sous le choc, mais est restée déterminée. Le FBI a lancé des enquêtes, les assignations à comparaître ont fusé. Et Kenny s'est empressé de dissimuler ses traces. Pire encore, quelqu'un a falsifié le dossier hospitalier de Belle pour masquer ses blessures en crise d'épilepsie. Cherchant ainsi à affaiblir le dossier de Camille. Refusant de reculer, Camille a obtenu une injonction d'urgence pour protéger les données médicales originales de Belle. L'analyse médico-légale a confirmé des preuves évidentes de traumatisme contondant répété, l'enfant avait été battu, et non blessé accidentellement. Camille soupçonnait que cela s'inscrivait dans un schéma plus large de maltraitance et de dissimulation. Elle lança ensuite un appel puissant à toutes les victimes de mauvais traitements policiers. Déclenchant une vague de témoignages de familles à travers le pays. Pendant ce temps, Kenny faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, tandis que le mouvement de Camille prenait de l'ampleur. Menaçant l'establishment. Finalement, Kenny fut relevé de ses fonctions et arrêté après que des preuves accablantes l'eurent lié à des obstructions et à des dissimulations. Camille le regarda tomber avec une satisfaction silencieuse, consciente que le combat était loin d'être terminé. Elle commença alors à organiser la Baltimore Civil Rights Accountability Coalition. Mobilisant le soutien de la communauté pour la justice. Lors d'un grand événement civique, Camille s'adressa à un public composé de militants, de victimes et de journalistes. Elle évoqua les abus systémiques révélés par le cas de sa fille, promettant de changer ce système défaillant. La foule éclata en applaudissements. De retour au département de police de Baltimore. Les responsables durent faire face à une pression croissante, tandis que la campagne politique de Camille gagnait en intensité. Son appel à la réforme trouva un large écho. Elle ne se contentait pas de lutter, elle gagnait. À l'hôpital, Belle montrait des signes de rétablissement. Ses premiers mouvements apportaient espoir et soulagement à Camille et à ses sympathisants dans tout le pays. Camille promit de continuer à se battre pour chaque famille touchée par l'injustice. Des fresques murales en hommage à Camille et Belle furent installées un peu partout dans la ville, symbolisant une nouvelle ère de prise de conscience et de résistance. Camille, désormais conseillère municipale, contemplait l'horizon de Baltimore, sachant que la lutte continuait, mais qu'elle ne se sentait plus seule. La justice, elle le savait, ne murmure pas. Elle rugit.